Là, on fait comme des private jokes, parce que moi j'ai vu le délire. Il est dispo sur YouTube, hein, sur les spécialistes de YouTube. l'homéopathie peuvent le voir. Juste, ouais, quand t'expliques le dosage de la pseudo-molécule active, alors là déjà je me dis, waouh. Et ensuite, quand t'expliques le principe actif qui est censé être dedans, comme genre la glande anale Ouais, le Mephitis putorius, c'est la glande anale de putois. Après, j'ai plus tous les mots dans la tête parce que ça, c'est un truc que je lis. Puis là, j'ai pas joué depuis un mois et demi. Mais on fait de la glande anale de la glande anale de putois, du crachat de coquelucheux. Il y a ce que j'appelle aussi du put de bite. C'est une espèce de, ils prennent des matières de gens qui ont des infections sexuelles. Enfin bon, il y a de tout. Alors, l'homéopathie. Pourquoi moi j'ai traité l'homéopathie? Parce que ça générait beaucoup de débats avec le déremboursement, machin et tout. Puis je me suis dit, ça serait. Moi j'aime bien, tu vois, les sujets où on ne sait pas vraiment. Tu sais, dès que ça relève un peu de la croyance, dès que tu vois que dans un repas de famille, t'as la moitié de tes oncles qui sont pour et la moitié de tes autres oncles qui sont contre, ouais, je me dis, ah ça c'est intéressant parce qu'en fait personne n'en sait rien. De toute façon, à partir du moment où dans une même pièce, tu as trois avis différents, c'est qu'en réalité personne n'en sait rien. Et ça c'est quand même 90% des sujets, on creuse pas le truc, tu vois. Et puis j'avais déjà vu quelques trucs où j'avais entendu parler de la dilution, on me disait il n'y a vraiment rien dedans. Mais tu vois, qu'est-ce que ça veut dire rien dedans? C'est quand des mecs qui me disaient il n'y a rien dans l'homéopathie. Mais c'est quoi rien? Il y a quoi rien? Et en fait, quand tu creuses, il n'y a vraiment rien. C'est pas il y a peu. des traces. Tu vois, c'est ce que j'explique par exemple pour le silocoxylum. Le silocoxylum, c'est une dilution à 200 K. Donc 200 K, c'est l'équivalent. Tu prends une goutte de foie de canard putréfié, qui est la substance active de le silocoxylum. Tu la mets dans 1,5 litre d'eau pure. Tu secoues la bouteille. Ça, c'est la dynamisation. Tu la vides. La même bouteille que tu as vidée, tu la re-remplis d'1,5 litre. Tu fais ça 200 fois. Et là, tu as la dilution pour le silocoxylum. Donc, on est sur quelque. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est impossible. J'ai mal lu, c'est pas possible. J'ai recreusé. C'est vraiment ça. On est sur une dilution, je dis dans le spectacle, c'est l'équivalent, on a calculé mathématiquement ce que ça représentait. C'est l'équivalent d'un atome. Alors peut-être même c'est plus petit qu'un atome, on ne peut pas savoir parce qu'il n'y a pas d'unité de mesure plus petite que l'atome. Mais donc on va dire donc c'est l'atome, et peut-être que les laboratoires Boiron sont légèrement gagnants sur cette. Pas trop de noms de. Ah bah des laboratoires. Donc c'est l'équivalent d'un atome de foie de canard dans 5 fois l'univers visible. C'est pas beaucoup quoi. On a rarement fait si peu. Tu vois. Donc voilà. Après, encore une fois, moi j'essaie toujours de rester objectif. Tu vois, j'essaye de pas être dans le jugement des gens. Tu vois, c'est-à-dire que moi, ce que je dis, c'est en gros, moi je m'en fous que les gens prennent de l'oscillococcinum. En réalité, je m'en tape complètement que les gens prennent de l'oscillococcinum. Bon, les gens pour qui ça marche, on sait que c'est de l'effet placebo, mais à la limite, peu importe, tant mieux. Est-ce que tu es tombé sur des études où il y a preuve de l'efficacité, pas de Il n'y a l'efficacité? pas d'études. Il n'y a pas d'études. Mais qu'est-ce que tu veux étudier? Tu vas pas étudier une carafe d'eau. Il n'y a pas d'études. D'ailleurs, ça peut être mis en pharmacie sans test toxicologique, sans test pharmacologique, sans rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'études. La seule chose que dit la loi là-dessus, sur le truc de la santé, c'est l'espèce de code pénal de la santé. Ce qu'il dit, c'est qu'en gros, ils ont le droit de commercialiser sans aucun test s'ils respectent la tradition de fabrication homéopathique. Et la tradition de fabrication homéopathique, c'est ce que je viens de te dire. Donc en gros, un certain taux de dilution, ils peuvent commercialiser sans test. Bah évidemment. Tu as testé quoi? Tu as vidé 200 fois la bouteille? Ton médecin, quand tu l'as appelé, il a dû halluciner, non? Ouais, alors il se trouve que lui, il est vraiment homéopathe, mais en plus, c'est un copain. Mais tu sais quoi? Il a réagi de la meilleure des manières qui soit, il a rigolé. Là, j'ai encore déjeuné avec lui il n'y a pas longtemps, il m'en parle pas. Il a rigolé. Il me dit, il est très drôle le sketch, hein, qu'est-ce qu'on a rigolé? Tu vois, il a pas. Mais parce que je peux comprendre la démarche. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, je ne suis pas dans le jugement des gens qui en prennent. Moi, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'ils sont allés plus loin que ça. Ils ont fait une assos, une espèce d'ONG où ils vont distribuer de l'homéopathie en faisant payer les gens dans des pays compliqués où déjà les gens n'ont pas d'argent. Il y a certains groupes d'homéopathie qui font des choses qui, à mon sens, relèvent vraiment du charlatanisme. Que les gens, de leur plein gré, achètent de l'homéopathie
parce qu'ils ont l'impression que ça leur fait du bien, et très certainement que ça leur fait du bien, parce que l'effet placebo, c'est quelque chose de réel. Et je sais que là, il y a plein de gens qui sont en train certainement de s'exciter en disant « mais il est fou, il est fou, il est fou ». Parce que tu sais, il y a toujours les arguments de « c'est mieux de prendre ça que des vrais médicaments », des choses. J'ai tout entendu, mais moi, il n'y a pas de problème. Moi, après, mon job, c'est de prendre un truc et de dire la vérité aux gens. Moi, j'ai fait que dire la vérité aux gens. Après, ce qui m'embête, pourquoi j'ai pris ce sujet? Parce qu'il était remboursé par la sécurité sociale. Et en 2019, j'ai fait le calcul, c'était l'équivalent de salaire de 2000 infirmières. Alors que nos infirmières, à l'heure actuelle, même avec le Ségur, même avec la petite augmentation qu'ils ont eue, elles sont toujours payées moins que la moyenne européenne. Le pouvoir d'achat d'une infirmière en France est moindre que celui du pouvoir d'achat d'une infirmière mexicaine. Donc, moi, je m'en fous que les gens prennent de l'homéopathie, s'ils peuvent aller se frotter sur des cornes de licorne, si ça... Mais non, mais tu vois, je m'en tape complètement. Mais le mec, il va me dire, bah, moi, je vois des nains dans la forêt, il me frotte des pierres et puis ça me guérit. C'est formidable, continue d'aller voir ces nains. Emmène-moi même, si ça, je m'en fous complètement, tu vois. Mais il ne faut pas que ça rentre dans un système où l'État commence à rembourser ça, parce que ça relève plus de la croyance. Tu vois. Donc, à partir du moment où c'est une croyance, chacun fait ce qu'il veut, mais pas avec l'argent collectif. Ouais. C'est une façon de vous armer en prévision des C'est ça. Moi, en fait, j'ai eu une phase d'accumulation de capital extrêmement forte, symbolique, très consciente, qui visait de façon presque avide à avoir tous ces vecteurs de légitimation qui fassent que ma parole ne puisse pas être écrasée dans cet espace-là. J'ai pas passé l'ENA et j'ai fait normal, notamment pour qu'un énarque jamais ne puisse me regarder de haut. J'ai fait une thèse après l'ENS, pour justement pouvoir leur contrer ça, et que du coup la question de la qualification sociale ne puisse jamais m'être opposée, que ces personnes-là ne puissent jamais penser que du fait d'un concours passé lorsqu'ils avaient 20 ans, qui ne vise à mesurer que leur capacité à se conformer à l'ordre social existant, ces concours ne vous permettent en rien de révéler un génie ou quoi que ce soit, que jamais ils puissent écraser ma parole à travers ça. Et ça les rend fous. Et ce genre de tweet, c'est vraiment la... Et alors qu'en plus, je rajoute que de l'autre côté, quelqu'un comme Emmanuel Macron qui joue de ça à bloc, pour le coup, vraiment, et lui, contrairement à moi, pas pour se défendre, mais pour écraser l'autre, cette personne a raté 3 fois, et non pas 2 comme on le croyait. Marc Andvel, un grand journaliste d'investigation, me l'a appris, le concours de l'école normale, justement, qu'il a raté le concours de l'ENA une première fois avant d'avoir... C'est-à-dire qu'il a passé 5 ans d'affilée de sa vie, les plus belles années de sa vie, à préparer laborieusement des concours pour se faire intégrer à ce système, coûte que coûte, en fait. Coûte que coûte, son obsession, c'était d'intégrer ce système, et qu'évidemment, derrière, il n'allait pas le questionner. Une fois qu'il avait fait cet effort massif pour en être l'incarnation, comment est-ce que vous voulez qu'il prenne ses distances et qu'il dise « mais non, mais ce système en fait ne fonctionne pas, ce système ne sert pas à la société ». Cette personne n'a à aucun moment fait un geste pour servir la société. C'est comme ça qui est sidérant. Elle n'a fait que tenter de se reconnaître par cette société qu'il est censé réguler, contrôler, réformer, etc. Au nom des 99 autres % de la population qui n'y ont pas accès, ne veulent pas y avoir accès, ou tout simplement qui vivent et qui financent. Parce que ces gens-là qui se croient des génies, à qui on convainc parce qu'ils ont fait 1 an de prépa, 2 ans de prépa, ou qu'ils ont réussi les concours, etc., qui croient qu'on leur doit quelque chose. Alors que ces personnes-là, c'est nous qui avons financé leurs études. C'est nous qui leur avons permis d'accéder à ces positions sociales. Que ces positions sociales n'existent que parce qu'elles sont censées servir la société. Elles sont censées apporter quelque chose au reste des Français. Ces personnes-là, en fait, ont complètement oublié d'où venaient leurs privilèges. Et je vais répondre à cette question, mais ils ont complètement oublié, et je pense, c'est là où ils sont... Je pense que c'est une question de conscience. Ils ont complètement oublié qu'il y a des personnes qui souffrent au quotidien pour leur permettre d'avoir cette place-là. Mais on a intégré un imaginaire dans lequel ils se croient supérieurs. Et qu'à partir de là, ça leur est dû. Et ils peuvent en profiter. Ils peuvent, comme Benjamin Griveaux, partir dans le privé, gagner 17 000 € par mois pour défendre des législations qui vont permettre à des entreprises privées de gagner de l'argent, alors en s'appuyant sur ces réseaux obtenus dans l'État pour servir ces personnes-là, avant de revenir comme porte-parole du gouvernement pour parler des Français qui fument des cigarettes, enfin des gitanes et roulent en diesel en disant que c'est pas sa France à lui. Cette personne-là s'est retrouvée, a vu sa porte défoncée par un Fenwick, et je peux vous dire que j'ai pas regretté que ce soit le cas. Alors, brièvement, qu'est-ce qu'on sait ? Alors, on sait que ça va très mal. Voilà. Ça va très mal à plein de niveaux différents. Je pense qu'on va reparler du climat, mais j'ai envie de pas commencer par le climat, parce qu'on en parle déjà beaucoup. Mais c'est pas du tout le seul problème, le climat. À mon avis, c'est même pas le plus gros. Actuellement, il y a un effondrement de la biodiversité qui est incontestable. Récemment, il y a quelques jours, il y a un très bon papier qui est sorti de 2 chercheurs au CNRS, qui a fait une méta-analyse sur 10 000 articles publiés. Bon, c'est très clair, il y a aucun questionnement possible, tout s'effondre. Et là encore, il faut être bien subtil. Il y a un effondrement des espèces.
ce qui en soi est dramatique, c'est-à-dire que au rythme actuel, dans pas très 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 longtemps, on va vraiment avoir une extinction massive. On sait qu'on est en cours de 6e extinction massive. Mais il ne faut pas raisonner qu'en termes d'espèces. Il faut aussi regarder les individus. Et ce qui est presque plus inquiétant encore, c'est que même dans les espèces qui ne sont pas encore menacées, il y en a quand même quelques-unes, il y a une chute drastique des populations. C'est-à-dire qu'en fait, pour le dire simplement, les vivants sur Terre sont tous en train de crever. Même les espèces qui sont encore abondantes, je sais pas, les moineaux, enfin je dis un peu au hasard. Les moineaux, non. Ouais, les moineaux, ils vont mal, ouais, c'est vrai. Mais en fait, ils vont un peu tous mal, tu vois. Je dis les espèces abondantes, ça me vient même pas spontanément, en fait. Bon, il doit y en avoir quelques-unes. Les connards. Ouais, celle-là, elle est en croissance, ouais. Eh ben, il y a quand même une diminution des populations, quoi. Donc ça, c'est super inquiétant, en fait. Et pour moi, ça a du sens. Parce que je trouve ça triste de se dire, pour les hommes, c'est les individus qui comptent. Parce qu'évidemment, quand on perd la mort d'un humain, c'est toujours un drame. Mais en revanche, pour les animaux, ce qui compte, c'est juste les espèces. Ça, je trouve que c'est un anthropocentrisme qui me déplaît. Et je veux dire, les animaux ont aussi leur vie propre. Donc c'est triste à la fois en tant que disparition d'espèces et en tant que disparition des individus. Ça, c'est ce qui est en cours. Et la cause de ça, aujourd'hui, c'est pas le réchauffement climatique. La cause de ça, aujourd'hui, la principale cause, elle est parfaitement connue, c'est la disparition des espaces de vie. C'est qu'on est en train de s'étaler partout, en fait. Et que les animaux n'ont simplement plus d'endroit pour vivre. Ils n'ont plus de lieu pour vivre. Le morcellement et l'atrophie des lieux de vie fait qu'en fait, ils meurent. Donc, le premier truc dramatique, c'est l'expansionnisme géographique de l'espèce humaine, qui fait que, bah oui, les autres, forcément, n'ont plus de place. En fait, on n'arrive pas à ne pas se rendre compte qu'un territoire dont personne n'est propriétaire, il n'est pas vierge, quoi. Il a beaucoup d'autres occupants. Mais ça vient à l'esprit de quasiment personne de se dire, quand je vais construire ma maison ou mon usine, ce qui est pire, quels sont les occupants que je vais détruire ? On ne se pose même pas la question. Si on a l'acte de propriété, ben, c'est bon, quoi. Est-ce que le peuple français n'est pas dans une catatonie émotionnelle qui sera ou qui est déjà... Il est anesthésié, la preuve, ils ont voté Macron. Parce que c'est déjà trop tard. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. On a vu dans l'histoire, dans les choses, des situations désespérées qui, en fin de compte, basculaient complètement. Donc, c'est jamais trop tard. Moi, je refuse le désespoir. Parce que si je commence à dire c'est trop tard, je tombe dans le fatalisme. Si je tombe dans le fatalisme, je vais dans le sens où ils veulent. Ah ben, on peut rien faire. Moi, j'entends souvent, et je l'ai eu dans une émission, où bah, c'est normal, les élus, c'est des pourris. Non, c'est pas normal. Non. Non, un élu ne doit pas être pourri. Un élu, c'est fait pour servir, pas pour se servir. Et les gens trouvent ça normal parce que petit à petit, il y en a tellement, ça rentre dans la normalité. Tu sais, c'est comme... moi, je me souviens, quand j'ai commencé ma carrière à 14 ans, j'ai bossé dans un endroit où il y avait une morgue. Et j'allais voir le mec. Bah, le premier mort, ça te secoue. Hein. Puis 15 jours après, on prenait notre déjeuner au milieu des Maccabées. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de corruption, entre guillemets, que c'est en train de se banaliser. Et je dis attention, moi, j'ai pas envie de devenir un pays comme on en voit et qu'on critique à l'étranger, où on sait que c'est un pays d'élus corrompus. Parce que... Nous, ça se voit pas qu'on est corrompu. Ça se voit pas encore tout à fait. Ça va se voir un peu comme le Brésil quand la marée va se retirer. Ouais, ça va se voir à un moment donné. Parce que c'est tellement gros ce qu'ils font de plus en plus. Et les mecs, maintenant, c'est là où je dis qu'il y a une sonnette d'alarme, c'est qu'ils se cachent même plus. Avant, ils se cachaient un petit peu, du temps de Pasqua, c'était, tu vois, les magouilles en dessous, etc. Maintenant, c'est carrément, je te balance des lois pour... Regarde, la loi qu'ils ont passée juste avant Macron sur le délit par ruse. Avant, quand un élu faisait un délit par ruse, tu avais 10 ans de prescription au moment où tu constatais le délit. Je rappelle, écoutez bien, c'est délit par ruse. Donc, par définition, un délit par ruse, c'est caché. D'accord ? Donc, quand tu découvrais la magouille, tu avais 10 ans de prescription. Eh bien, ils ont passé une loi où c'est 12 ans de prescription. Alors, les gens ont retenu 12 ans, ouais, c'est mieux. Ouais, sauf que c'est à partir du moment du délit. C'est-à-dire que si jamais un mec fait un délit par ruse en 2000 et que tu découvres l'affaire en 2011, tu as 1 an avant la prescription pour boucler l'affaire. C'est génial. Si ça, c'est pas une loi pour les truands, je veux qu'on m'explique. Eh bien, cette loi, ils l'ont votée. Et ils l'ont votée tout parti politique confondu. Tout parti politique confondu. Et c'est là où je dis qu'il y a un malaise. Où est la droite, où est la gauche ? Ils sont en train de se protéger. Mais les uns les autres. Ils vivent entre eux. Ils se protègent pour
par la... Parce que la soupe est bonne, jeune homme. Oui, non, mais la soupe est bonne, mais la soupe risque d'être un peu aride dans pas très longtemps. Est-ce qu'ils se protègent Mais de ils la font- vindicte future populaire Bah la future oui, vindicte mais il y a même des populaire. endroits, je vous rappelle quand même, que si vous regardez un petit peu le monde entier, il y a des endroits où les mecs font voter des lois d'amnistie pour eux. C'est l'Italie, non? Non, pas que l'Italie, d'autres pays en Amérique, etc. Les mecs se font voter des lois d'amnistie pour eux. Et ça passe. Et ça passe. C'est là où ça devient fou. Toi, je rappelle toujours, tu te rentres sur 50 €, on te vend ta bagnole. Eux, ils te rentrent sur des millions d'euros, ils se font voter une loi d'amnistie. C'est génial! Est-ce que les fous ont pris le contrôle de l'asile? Non, les fous n'ont pas pris le contrôle des parce que je pense que ces gens-là sont pas fous. Parce qu'en plus, quand tu les fréquentes, et moi je les fréquente, ils ont bonne conscience. Ils ont l'impression de faire le bien. Ils ont l'impression que eux savent ce qui est bien pour toi. Aujourd'hui, la loi travail, est-ce que c'est des gens qui travaillent réellement qui l'ont faite? C'est des énarques, 2 ou 3, qui, eux, ne savent pas ce que c'est que le travail. Entre guillemets. Ils travaillent, ces gens-là. Ils ont l'impression de bosser. Mais ils ne savent pas ce que c'est que se lever à 4 h du matin pour s'occuper des gosses, d'avoir 3 heures de transport, de gagner 2000 € par mois et de ne pas savoir ce que tu vas mettre dans le frigo le 10 du mois. Parce que eux... Encore 2000 €. Ouais, et encore. Et encore. Eh bien, c'est ces gens-là qu'on fait les lois pour nous expliquer comment on allait travailler pour gagner 500 € par mois. Il y a quand même une distorsion, à mon avis. Et de plus en plus, c'est ça. C'est-à-dire que c'est les nantis qui te disent comment tu vas vivre en étant pauvre. Ok, donc ils sont complètement hors sol. C'est plus qu'Orsol, là. Ils sont, Quelles sont les je dirais pas dans les nuages, parce qu'on va les comparer à Dieu. Quelles sont les préconisations pour les faire descendre de leur nuage? Eh bien, arrêtez de voter déjà pour des truands. Ça, c'est le b.a.-ba. Voter pour qui? Pour l'instant, je veux dire, la meilleure des abstentions aujourd'hui, c'est le bulletin blanc ou le bulletin nul. Voilà. Mais dans l'urne. Pourquoi? Parce que quand il y aura 80% de bulletins blancs dans l'urne, ils seront obligés de changer les choses. Obligés. Parce que là, ça se verra vraiment. En France et dans le monde entier. L'abstention hors vote ne sert à rien qu'à renforcer la venue du vote électronique. Clair, net et sans bavure. L'abstention dans le vote, en blanc ou en nul, à un moment donné, ça fait basculer les choses. Mais ça, les gens ne se rendent pas compte et ça les arrange, les élus. Parce qu'en plus, l'abstention, ça compte pas et ça comptera jamais. Donc les mecs, aujourd'hui, je le répète, je l'ai mis dans mes livres, sont élus avec 0,5 électeurs sur 10. Vous vous rendez compte, ces gens-là sont légalement élus, mais sont plus représentatifs. Moi, j'ai des sénateurs qui ont été élus avec 11 voix. Lesquels? 11. Lisez mon livre, cher monsieur, vous le verrez, c'est dedans. C'est dedans. Moi, je n'invente rien. Je suis incapable d'inventer. J'en ai un qui a été élu avec 11 voix, l'autre qui a été élu avec 15. Les mecs, ils font plus de campagne d'élection, ils font un dîner. Il y en a même un qui a perdu 2 voix. Parce qu'il avait 2 végétariens dans ceux qui les a invités, et il a fait un repas à base de viande. Donc il a perdu 2 voix. Mais vous vous rendez compte que c'est plus des élections. C'est de la magouille. Ça vous est déjà arrivé de passer des produits périmés dans la filiale? C'est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé Souvent, pas souvent. Oui, très fréquemment. C'est quoi très fréquemment? Et dans quelle quantité? Bah, Et pour quel type de produit final? Et à quel prix? J'allais dire pour quasiment tous les produits, dans quasiment toutes les industries. C'est que quand vous avez un produit qui va se périmer, pour l'entreprise, ça veut dire une perte sèche. Et un produit périmé n'est pas forcément pour autant pas consommable. Donc, moi, le pire exemple que j'avais, par exemple en mémoire, c'était dans une boîte d'épices où j'ai travaillé, où on faisait du ras el hanout. Et le ras el hanout, c'est un mélange d'épices, vous voyez. Et ce ras el hanout, c'était Ras el hanout. Ras el hanout, je n'ai jamais su ce que ça voulait vraiment dire, personne n'a été capable de me le dire. Donc en fait, ce produit-là, c'était vraiment la poubelle de l'entreprise. Mais la poubelle au sens véridique, c'est-à-dire que tous les lots qui avaient un problème, que ce soit d'insectes, de moisis, de corps étrangers, de date de péremption, etc., tout passait dans le ras el hanout. C'est ma mère qui va être contente. Je reviens sur l'immigration. Faisons une expérience de pensée. Le réchauffement climatique s'emballe, il y a moins de récoltes, il y a moins de nourriture sur place, il fait trop chaud, les gens tombent dans les rues comme des mouches. Ils viennent pour migrer tels des oiseaux pour retrouver des températures plus clémentes. On fait quoi? Je vous répète, d'abord je ne crois pas à votre scénario catastrophe.
Je n'y crois pas. Vous avez lu le rapport du GIEC? Oui, je lis pas des centaines de pages, je n'ai pas cette prétention.